Mes amis, je regarde la carte et quel désastre! Je ne sais même pas par où commencer. Pour faire court, les Russes ont lancé une offensive majeure dans ce secteur au nord de Lyman. Les défenses ukrainiennes sur les hauteurs dominantes le long de la rivière Jerebets ont été percées. Épuisés par des semaines de bombardements et d'infiltrations, les Ukrainiens ont fini par céder davantage de terrain. Résultat, la 20e armée russe a percé le front et avancé de 10 kilomètres. L'offensive a culminé avec la capture du village de Nov, dont la chute a changé toute la dynamique du front. Tout espoir s'effondre, monseigneur. La bataille est presque terminée. Pendant ce temps, plus au sud, la 25e armée attaque la ville de Torske. Comme vous le savez, les Russes sont imprévisibles. À présent, les villes de Lyman, Borova, Izium, voire Sloviansk, risquent de tomber entre les mains ennemies. La situation est critique pour notre bien-aimée armée ukrainienne. The Russians are coming, the Russians are coming. À part un commentateur de la guerre en Ukraine, vous savez de qui je parle, le GOAT, tous les autres décrivent une situation désespérée dans cette partie du front. En avril, le journaliste Butusov disait déjà « Il est nécessaire de sauver l'ensemble du front, de Lyman. Des réserves sont nécessaires ici. Des renforts sont nécessaires. » Mais dès le mois de mai, il était totalement désabusé. L'offensive ennemie ne peut pas être arrêtée. Aujourd'hui, nous allons donc faire une analyse pas à pas de cette bataille, comprendre les causes profondes de ce désastre militaire et, comme toujours, tenter d'anticiper ce qui pourrait se passer ensuite. Pour bien comprendre ce qui s'est passé dans le secteur de Lyman, il faut revenir un peu en arrière. Tout a commencé en 1646, sous le règne du tsar Alexis Mikhailovitch Romanov, lorsque les Russes ont construit le fort de Mayaka sur les rives de la rivière Siversky-Donets pour se protéger des attaques des Tatars de Crimée. Je plaisante, pas besoin de remonter aussi loin. Commençons plutôt en janvier 2025. Bienvenue sur History Legends, et voici les dernières nouvelles de la guerre russo-ukrainienne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à aimer et à vous abonner. Comme vous le savez, certaines de mes vidéos sont limitées en termes de monétisation, alors n'hésitez pas à soutenir le projet via Patreon ou PayPal. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, et bienvenue au QG. Puisque je m'apprête à partir pour une mission spéciale en Afrique, je vous laisse avec une mise à jour bien fournie de la ligne de front. Voici à quoi ressemblait le front nord du Donbass au début de l'année. Dans ce secteur, l'objectif opérationnel de la Russie était de reprendre la ville de Lyman, perdue le 1er octobre 2022 lors de l'offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. On se souvient tous des postes télégrammes de cette période. Le commandement russe avait décidé de transférer une partie des réserves du district militaire sud vers Krasny Lyman, dans le but de lancer une contre-offensive prochainement. C'était que du vent. Les renforts sont finalement arrivés 2 ans plus tard. Non, en fait, 3 ans plus tard. Le temps passe vite. Globalement, l'armée russe a mené de nombreux combats pour prendre le contrôle complet de la rive est de la rivière Jerebets, un objectif tactique important dans la région. De là, le commandement russe avait 2 options. Option 1. Charger la 25e armée de lancer un assaut frontal contre la zone urbaine de Torsk-Zarichne, puis avancer vers Lyman. Option 2. Faire traverser la rivière Jerebets à la 20e armée entre Nevske et Makiivka. Une manœuvre difficile car le terrain est à l'avantage du défenseur. Mais si elle réussit, cette attaque permettrait de contourner les positions ukrainiennes, d'éviter Torsk-Zarichne et de frapper directement Lyman par le flanc. Sans vous spoiler, l'une des 2 armées a décidé de débarquer dans l'un des coins les plus reculés de la carte, d'attendre toute la partie et de réclamer la victoire à la dernière minute. Commençons, voulez-vous. Le 4 janvier, la région d'Ivanivka est entrée dans la zone grise. Un petit détachement d'assaut russe a traversé la rivière. Vous pouvez voir ici 9 soldats faisant partie de l'un de ces groupes, tentant de franchir cette étendue d'eau. Une fois cela fait, ils se sont rapidement déployés dans le village. Tels des migrants africains à Ceuta, une équipe a ouvert un chemin à travers les barbelés, permettant à tous leurs camarades de passer. Depuis là, ils ont infiltré le village, s'assurant qu'aucune position ukrainienne ne restait derrière eux. Voici une bonne vue de la position. On voit la rivière Jerebets et cet étang marécageux tout autour. Au-delà, le village d'Ivanivka, et derrière, les hauteurs qui dominent le village. En réponse à cette incursion ennemie, des chars ukrainiens ont été immédiatement envoyés pour nettoyer le village en déversant des salves massives à bout portant dans chaque maison.
Les Russes se retrouvaient dans une situation délicate. Ils étaient sur le point de perdre la brèche, mais au lieu d'abandonner, ils ont décidé de redoubler d'efforts. Dans les heures suivantes, les combats se sont étendus jusqu'à la lisière sud du village, le long de cette ligne de crête. Celui qui contrôlait ces hauteurs dominait tout le champ de bataille. Comme vous pouvez le voir, il y avait des tranchées et des positions de tir souterraines tout le long de cette crête. Mais c'est alors que sont arrivés les hommes de la 144e division motorisée de fusiliers de la garde. En petites équipes tactiques, ils ont traversé les lignes boisées et ont nettoyé des bastions fortifiés entiers. À un moment donné, on voit 4 soldats ukrainiens sortir en courant d'un abri qui avait été enfumé. Peu après, 2 autres de leurs camarades les rejoignent. Ensemble, ils courent le long de la tranchée principale, esquivant grenades et drones. Ils entrent dans un autre abri, mais celui-ci est frappé par un drone kamikaze, FPV. L'équipe ukrainienne ressort de l'abri. Un premier soldat sort et se retrouve dans un cratère. Au moment où il lève la tête, il est touché par une balle. 3 autres restent dans le cratère. L'un semble gravement blessé. Les Russes approchent. Il faut agir vite. Les 2 autres tentent de lever la tête pour chercher une issue, mais c'est impossible. Les balles sifflent de tous côtés. Et alors qu'ils réfléchissent à la suite, boum, un drone kamikaze explose en plein dans leur position. Les seuls mots qui viennent à l'esprit, la guerre, c'est l'enfer. Ce n'est qu'un aperçu de cette guerre, et c'est tout simplement horrible. Les pauvres gars. 2 jours plus tard, Ivanivka passe officiellement sous contrôle russe. Contre toute attente, la 144e division de fusiliers motorisés de la garde a accompli l'impensable. Elle a sécurisé une tête de pont significative sur la rivière Zerebets et a même réussi à capturer les hauteurs environnantes. Quel désastre pour notre chère armée ukrainienne. Et comme le dit le proverbe, cela ne fera qu'empirer. Le 10 janvier, des rapports font état de missions de reconnaissance russes agressives émergeant de Makivka et d'Ivanivka. Une semaine plus tard, les Russes avaient avancé de 2 kilomètres au sud d'Ivanivka, sur la rive ouest de ce lac marécageux. Pendant que le commandement ukrainien tentait de déterminer la suite des opérations, le 23, les Russes ont percé le front ukrainien à l'ouest de Makivka et progressé de 1800 mètres. Comme on peut le voir, ils ont réussi à capturer toute cette forêt. À propos de cette offensive, le journaliste ukrainien Boutusov a déclaré, dans une tentative de percer les positions ukrainiennes, l'ennemi s'est lancé dans une attaque insensée façon Benzi. D'accord. Est-ce que ces attaques Benzi sont dans la pièce avec nous en ce moment? Février 2025. Le 2 février, les forces russes situées à Ivanivka ont lancé une offensive et ont nettoyé les lignes boisées de part et d'autre de la route menant vers Kolodiazy. Pour bien comprendre l'importance de cette avancée, il faut adopter une perspective en 3D. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une pente qui monte sur 2000 mètres. Et au sommet, une colline qui surplombe toute la région. Cela signifie qu'en contrôlant cette position, les troupes russes n'ont même plus besoin de drones pour repérer l'ennemi à distance. Toute la zone autour d'Ivanivka et de Terny était devenue une zone grise. Le jour suivant, des unités d'assaut russes ont profité du mauvais temps pour frapper. Elles ont avancé de 2 kilomètres, nettoyé toute la forêt, puis atteint la lisière est de Terny, encerclant ainsi le village sur 3 côtés. En réalité, c'était déjà GG well played, car 2 véhicules de combat d'infanterie russes ont réussi à s'infiltrer dans les premières maisons de Yampolivka. Le 11 février, le commandement russe le long de la rivière Jerebets a mis en pause les opérations près d'Ivanivka et s'est réorienté vers le nord pour frapper dans le secteur de Makivka. Là, ils ont progressé de 2800 mètres sur la rive ouest de la rivière. Au même moment, plus au sud, la 60e brigade mécanisée ukrainienne a repoussé plusieurs attaques blindées ennemies en direction de Yampolivka. Sur ces images, on peut voir 2 BMP russes et un char équipé d'un rouleau de déminage. Quelques instants plus tard, ils se font pilonner. L'un des 2 véhicules semble avoir été mis hors de combat et tout le personnel recule vers celui qui fonctionne encore. Le 2e BMP échappe à un autre tir d'artillerie, avant d'être frappé par un drone kamikaze anti-char. Puis le montage, ou l'édition de la vidéo, devient trompeur. 2 événements différents, à 2 endroits différents, sont collés ensemble, comme s'ils avaient eu lieu consécutivement. La première action de combat a eu lieu à la pointe nord du village de Yampolivka. Le premier BMP a été neutralisé ici. Le second a été touché par un drone dans cette zone, mais semble avoir pu continuer sa mission. Ensuite, la vidéo montre un autre drone frapper un BMP qui prend feu. Pas bon signe, l'équipage s'enfuit. Mais cet événement s'est en fait déroulé près de l'endroit initial où le premier BMP avait été touché.
Avertissement. Carton jaune pour manipulation des images. C'est un rappel pour tout le monde. Ce qu'on voit n'est qu'un aperçu de la réalité. Bon, donc l'attaque russe de suivi sur Yampolivka a échoué. Enfin, est-ce vraiment le cas? Quelques jours plus tard, vers le 16 février, les Russes sont repartis à l'assaut. Cette fois, une colonne blindée a tenté de contourner Yampolivka par l'arrière. Dans cette vidéo, on voit deux véhicules blindés qui essaient de profiter d'une tempête de neige pour ne pas être repérés par les drones ennemis. Sauf que comme ce sont des images d'un drone ukrainien, on devine déjà la suite. Le char de tête est équipé d'un rouleau de déminage et l'utilise pour détonner les mines sur son passage. Le BMP qui le suit s'arrête ensuite pour débarquer toute son infanterie. Le BMP s'éloigne un peu de la route et décolle presque littéralement vers la Lune. Ensuite, les drones bombardiers de la 63e brigade mécanisée harcèlent les soldats russes qui s'étaient réfugiés dans les bois, un peu comme les offensives sur l'Isonzo. Encore une fois, le 23 février, les forces russes avancent de 700 mètres sur un front de 4,5 km au nord de Makivka. Avec cette attaque de flanc, les Ukrainiens à l'ouest de Novovédiane se retrouvent dans une position très critique. Et ce n'est pas tout. Le 28 février, les Russes tentent de percer entre Ivanivka et Nevsky. J'insiste bien sur le mot « tente ». Dans cet épisode, un BMP-3 russe circule sur un itinéraire déjà déminé. Mais les sapeurs ukrainiens de la 62e brigade mécanisée ont piégé la zone à distance, immobilisant ainsi le véhicule. Ensuite, des opérateurs de drones du 4e bataillon de la brigade présidentielle indépendante transforment le BMP-3 en épave bonne pour la casse. Ah, rien de plus beau que le travail d'équipe et la coopération pour mettre l'ennemi KO. Mars 2025. Pendant les 2 premières semaines de mars, pas grand-chose ne se passe sur ce secteur du front. Globalement, les 70e, 63e et 66e brigades mécanisées ukrainiennes travaillent à contenir l'avancée russe en direction de Liman. Ah, et on peut aussi noter que la 63e brigade, opérant dans le secteur de Zarichny, devient la 5e unité des forces armées ukrainiennes à recevoir les nouveaux BTR-4. C'est une amélioration notable, car le BTR-4 surpasse largement les MTLB, BTR-80 et M113 qu'ils utilisaient jusque-là en matière de puissance de feu, de mobilité et de protection. Mais surtout grâce au module BM7 Paru du BTR-4. Avec son canon automatique de 30 mm, ses missiles anti-chars et sa caméra thermique avancée, c'est tout simplement un véhicule bien plus performant. En plus, il est fabriqué localement, ce qui facilitera les réparations et l'entretien. Le 12 mars, toute la ligne de front entre Makivka, Nevsky et Ivanivka est désormais une zone grise, avec des unités de sabotage russes qui tentent de s'infiltrer vers Novi. En parallèle, une unité de fusiliers motorisés pousse vers le village de Kolodiazy. Ici, on voit un BMP russe touché par un drone. Les fantassins à l'intérieur évacuent rapidement après que le véhicule ait été immobilisé. Ensuite, ils sont frappés par des tirs d'artillerie. Les survivants sont ensuite harcelés par des essaims de drones kamikazes. La résistance ukrainienne se renforce et le commandement russe est contraint d'envoyer des renforts pour permettre à ses unités de tête de continuer l'opération. Ils ne peuvent pas se permettre d'être contenus dans cette petite tête de pont. C'est alors que les Ukrainiens publient des images de drones montrant une route surélevée traversant la rivière Zerebets dans le secteur d'Ivanivka. Je ne peux pas vous montrer la vidéo. Mais apparemment, les Russes y ont laissé des plumes. On y voit environ 23 soldats tués, étendus dans les marais. Sont-ils tous russes? On ne sait pas. Sont-ils tombés au même moment? Aucune idée. Il faut, une fois de plus, se fier à ce que disent les Ukrainiens. 2 jours après cette attaque contre Kolodiazy, des unités russes progressent dans Novolyubivka, sur la rive ouest de la rivière Zerebets, face à Nevsky. L'une d'entre elles est repérée par les opérateurs de drones de la 66e brigade mécanisée. On y voit 3 soldats marcher à travers les buissons en direction de la rue principale. Quelques instants plus tard, l'éclaireur en tête est touché par des tirs et est obligé de se coucher. Il y a une autre raison pour laquelle je voulais vous montrer ces images. On peut constater que la rivière, dans ce secteur, est particulièrement étroite. On pourrait littéralement poser quelques planches en bois pour la traverser. Et c'est probablement ce qu'ils ont fait. C'est exactement le genre de tactique simple et rustique que leurs ancêtres utilisaient pour jouer des tours aux Allemands. Le 15 mars, les forces russes capturent l'intégralité du village de Novolyubivka. Dans le cadre de cette dernière offensive, elles progressent de 2 km de profondeur sur un front de 4 km. Le 18 mars, l'un des patrouilleurs de reconnaissance a été repéré 2000 mètres plus loin, près de la localité de Katerinivka.
Quelle catastrophe! Ces troupes ukrainiennes allaient également se faire encercler. La légende raconte qu'on leur avait dit que des renforts étaient en route. Oups, le lendemain, percée russe. Les Russes étaient désormais à l'intérieur de Katerinivka, et cette force se retrouvait dans la zone grise. Malgré un nombre croissant de frappes de drones kamikazes, tout le secteur se faisait déborder par les unités russes. Dans cette séquence, on peut voir le point de vue des hommes de la 144e division russe. L'état-major identifie les cibles. Les P sont immédiatement lâchés. Ensuite, ce sont les lance-grenades automatiques et l'artillerie qui pilonnent et clouent au sol les troupes ennemies. Pendant ce temps, un détachement d'assaut se forme. Un peu comme sur Uber, un BMP-3 est activé puis rattaché à une escouade d'infanterie. On voit aussi le BMP-3 tirer sur des positions ennemies. Un véritable déluge de feu s'abat sur les défenseurs. Quelques instants plus tard, les fusiliers russes débarquent et prennent la tranchée d'assaut. Puis, en groupe de 2, ils se déploient et nettoient les abris un par un. Bien que de nombreux soldats soient armés d'AK-74, celui-ci porte un AK-105 fortement customisé, garde-main modifié, poignée verticale, peinture, silencieux et viseur point rouge. Ce genre d'arme est surtout utilisé par les Spetsnaz. Tout cela pour dire que la carte de référence de Deep State UA, bien qu'excellente, est ici un peu à côté de la réalité. Par exemple, dès le 27 mars, les unités russes rôdaient déjà dans ce secteur, 1,5 km au-delà de la ligne de contact. On voit une équipe de 3 fusiliers. Non, une horde. Non, une véritable vague humaine avancée dans un réseau de tranchées. Mais comme il est complètement à découvert, elle est vite repérée par les drones ukrainiens. Ce bastion fortifié que vous venez de voir fait partie d'une ceinture défensive qui s'étend de Novi jusqu'à la rivière Jerebiets. Mais notez bien l'absence de fortification entre Ivanivka et Katerinivka. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément dans cette direction que les Russes ont frappé. Le commandement ukrainien n'a même pas eu le temps de réagir que déjà une nouvelle crise éclatait. Le 31 mars, les forces armées russes avaient progressé de 2 km dans cette direction. Et encore 1,5 km dans une autre, pénétrant entre 2 bastions et segmentant l'ensemble de la ligne de défense ukrainienne. Au sud, à Torske, les opérateurs de drones de la 63e brigade mécanisée ukrainienne ont abattu un drone de reconnaissance Albatros M5. Ce dernier serait équipé d'une caméra nocturne et d'un réseau neuronal capable d'identifier des personnes dans la zone scannée en temps réel. Une véritable arme létale. À ce stade, on peut dire que la 63e brigade mécanisée ukrainienne, basée à Torsk, a plutôt bien tenu face aux assauts de la 25e armée interarmes russe. À quelques centaines de mètres des lignes russes se trouvait le 105e bataillon de cette brigade. Voici un aperçu du quotidien de ces soldats. On peut voir à quoi ressemblent leurs tranchées. De nombreux sacs de sable renforcent les parois latérales des couloirs. Pour une défense à 360 degrés, des filets de camouflage sont ajoutés au-dessus pour les protéger des drones. Et voici leur quartier de vie. C'est un peu comme une partie de chasse entre potes. Sauf que cette fois, la cible riposte. Pendant ce temps, d'autres scrutent l'horizon à la recherche de signes de l'ennemi. Comparez ces positions fortifiées que nous venons de voir avec celles en zigzag, en plein champ, qui n'offrent absolument aucune protection et laissent les soldats complètement exposés. Avril 2025. Le 1er avril, des soldats russes avaient déjà été repérés à 2000 mètres à l'ouest de Novolibivka. Un mouvement intelligent, car il protégeait le flanc droit de la percée en direction de Katerinivka. Un peu plus au nord, des drones ukrainiens ont repéré une autre escouade russe. Mais la fin fut tragique. Imaginez-vous à sa place. Peut-être avait-il déjà réussi à esquiver 2 drones. Il est épuisé, mais ils reviennent, encore et encore. La guerre, c'est l'enfer. Cette séquence est aussi intéressante car elle permet d'analyser le type d'environnement dans lequel progressaient ces escouades d'assaut. Sur ce plan, on voit clairement une balka, une sorte de vallée naturelle bordée de plusieurs zones boisées qui peuvent te fournir un abri naturel. Pendant ce temps, l'artillerie russe pilonnait déjà la localité de Ridkodub. Cela pourrait indiquer l'axe général d'attaque de la division affectée à ce secteur. Ce n'est donc pas une surprise que, dès le 5 avril, toute cette zone ait été annexée par la Fédération de Russie. Ils ont avancé sur 1,5 km de profondeur par 3,5 km de large. 2 jours plus tard, les Ukrainiens ont été contraints d'abandonner toute cette poche. Si quelqu'un est resté là, GG bien joué, il est temps de filer. La grande question était, le commandement russe allait-il réussir à maintenir cette avancée rapide?
Ils ont donc rappelé un nouveau groupe de moudjiks de l'autre côté de la rivière. Une fois de plus, une unité russe est tombée dans une embuscade près de cet étang marécageux, non loin d'Ivanivka. Cela montre à quel point il est difficile d'acheminer des renforts jusqu'à la ligne de contact à l'ère des drones. Si un drone de reconnaissance vous repère, vous avez 1 à 2 minutes pour vous mettre à couvert avant que des essaims de drones FPV kamikazes ne tentent de vous anéantir. Et cela illustre aussi pourquoi il est crucial de localiser et détruire les bases de drones ennemis. Mais il y a autre chose. Voici un bel exemple de propagande. Ce poste affirme que 14 soldats ukrainiens ont été éliminés par des drones kamikazes FPV. En recyclant la description d'une publication du canal War Archive sur Telegram, j'ai regardé les images, et tout ce dont on est certain, c'est que 13 drones FPV ont été envoyés. Mais si l'on observe attentivement, seuls 4 à 5 soldats russes différents sont réellement touchés. Souvent, les drones ratent leur cible, et il s'agit fréquemment du même soldat qui tente d'échapper aux drones ennemis. Voici un autre exemple pour appuyer ce propos. On voit une équipe de tir russe, composée de 5 hommes, avançant lentement vers la ligne de contact. Quelques instants plus tard, ils sont repérés et éliminés par les abeilles. Regarde, les drones étaient si efficaces qu'ils ont temporairement bloqué toute l'offensive russe. Non, l'opération a continué, car le 8 avril, le commandement ukrainien a dû faire face à une autre mauvaise nouvelle. Et non, ce n'était pas le report de 6 mois de GTA 6. La 20e armée russe a lancé ses détachements d'assaut, qui ont percé les lignes ukrainiennes, et cela les a menés directement à l'intérieur de Katerinivka. Après un combat difficile, à la fin de la journée, les hommes de la 144e division motorisée de la garde ont tissé leur drapeau à la lisière du village, l'aboutissement de presque 20 jours de combat ininterrompus. Et ce n'est pas le seul endroit où les Russes ont tenté de percer. Après que la 20e armée russe a totalement ravagé l'arrière des forces armées ukrainiennes, AFU, plus au sud, la 25e armée voulait aussi goûter à la gloire. Mais ils ont goûté à leur propre médecine à la place. C'est terrible. Qui a écrit ça? C'était peut-être moi. Aux alentours du 5 avril, un détachement d'assaut russe a avancé vers Torsk. Dans ces images, une équipe de 4 hommes a pris d'assaut une tranchée ukrainienne. Un premier drone explose, puis d'autres drones bombardiers et des munitions à fragmentation font le reste. Encore une fois, pensez à toutes les ressources nécessaires pour éliminer seulement 4 soldats. À 3 kilomètres de là, près de Yampolivka, la 60e brigade mécanisée a ciblé une autre unité d'infanterie russe. On voit clairement que la tentative de la 25e armée russe de prendre de front la zone urbaine Torske-Zarychne faisait face à une résistance acharnée. Après tous les succès obtenus sur l'axe Nevsky-Katerinivka, d'autres divisions russes ont également avancé. Le 9 avril, les forces armées russes ont tenté de reprendre le contrôle de Nadia, que la 3e brigade d'assaut Azov avait reconquise en mars. Ici, on voit les fusiliers de la 3e division motorisée nettoyer les abris autour de ce hameau âprement disputé. On reconnaît clairement le village de Nadia dans les images prises par drone. Pourtant, selon Deep State UA, Nadia reste fermement sous contrôle ukrainien. Mais en réalité, on peut pardonner aux analystes de Deep State UA leur petit retard sur les changements de ligne de front. Car s'ils rapportent les faits avec trop de précision, on sait tous ce qui peut leur arriver. Ou pire encore, le commandant russe à Makivka a alors dit « C'est à mon tour de briller maintenant ». Il était jaloux. Tout le monde faisait des percées, sauf lui. Mais après avoir donné ses ordres, plusieurs de ses BMP-1 et BMP-2 ont été détruits alors qu'ils traversaient la rivière Zerebets, avant même d'atteindre la ligne de contact. Le 12 avril, les Russes ont lancé une grande attaque à l'est de Yampolivka, où ils ont capturé cette forêt. La visibilité dans ces bois n'était qu'une illusion. Il n'y avait pas de ligne de front claire. Les éclairs de tir pouvaient surgir de n'importe où. Finalement, les soldats ukrainiens tenant ces avant-postes fortifiés ont dû se replier vers la 2e ligne. Ils ont traversé des arbres abattus et des cratères remplis de boue. Même si chaque itinéraire était balayé par les tirs, ils n'avaient pas d'autre choix que de céder la forêt à l'ennemi. Après cette bataille, les Russes ont utilisé cette forêt comme tremplin pour attaquer le village, dans lequel ils ont établi un point d'appui dès le lendemain. Bien que la guerre soit tragique, elle offre aussi parfois de purs moments de fraternité. Vers cette même période, les opérateurs de drones de la 63e brigade mécanisée ont repéré un fantassin de la 60e brigade s'est retrouvé coincé dans des marécages. Personne ne sait vraiment comment il a atterri là, mais heureusement pour lui, ses camarades ont réussi à le secourir et à le sortir de là.
et bien sûr, il leur en fut éternellement reconnaissant. Au 17 avril, tout le secteur au nord de Torsk était tombé dans la zone grise. De nombreux motocyclistes russes infiltraient déjà les lignes ennemies. Comme je l'avais mentionné dans l'une de mes vidéos précédentes, le problème avec l'usage des motos, c'est qu'une fois que vous en descendez, il est facile pour les opérateurs de drones ennemis de repérer approximativement votre position. Ainsi, alors que tous les NAFO, communauté pro-ukrainienne en ligne, se moquèrent des Russes pour avoir formé ces unités à moto. Surprise, le régiment ukrainien Skala a annoncé la création de sa propre compagnie d'assaut motorisée. Eh bien, de retour à Torskoy, le commandement ukrainien tenta de lancer une contre-attaque blindée. Mais certains de ses renforts furent interceptés et immobilisés sur la route principale par des drones guidés par fibre optique. 24 heures plus tard, la 144e division russe prit d'assaut cette ligne boisée de 1600 mètres de long qui contrôlait la route menant directement à la localité de Novi. Une telle position permettait à la deuxième vague de se regrouper juste devant le village avant de submerger les défenses ukrainiennes. Il ne leur restait alors plus que 700 mètres à franchir. Et c'est exactement ce qui se passa. Le 20 avril, les détachements d'assaut russes prirent d'assaut et sécurisèrent toute la partie sud de la localité. Pendant ce temps, la 25e armée russe était encore plus ou moins embourbée devant Torskaya. La carte se rétrécissait, mais tout ce qu'il faisait, c'était passer d'une cachette à une autre. En parallèle, la simple présence de tant de régiments russes dans ce secteur devint un problème pour le commandement ukrainien, car elle immobilisait un nombre considérable de ses propres forces. On peut aussi mentionner que de nombreuses unités d'artillerie ukrainiennes étaient camouflées dans les bois entre Liman et Yampil. Là, les forces russes ont ciblé un canon automoteur 2S3. Ce qui est intéressant, c'est que bien que ces engins soient principalement utilisés par les Russes, en avril 2024, l'Ukraine avait reçu d'anciens 2S1 et 2S3 de fabrication soviétique en provenance d'Irak, achetés via une entreprise privée britannique. Sur cette image, on voit clairement le paysage et la zone forestière dense entre Liman et la rivière. Un lance-roquettes multiple croate PAK SA-12 de 128 mm fut également ciblé par des drones russes. Il est aussi important de noter que certaines de ces positions pouvaient être des leurs. Voici un camion de ravitaillement qui a été ciblé. Pendant ce temps, dans les bois à l'ouest de Dibrova, la 53e brigade mécanisée ukrainienne résistait fermement face aux incursions ennemies répétées. Et lors de l'un de ces combats, les Ukrainiens capturèrent un soldat ennemi. Surprise, lui aussi était né en Ukraine. Que faisait-il là? Eh bien, il était originaire de l'oblast de Luhansk, l'une des deux républiques séparatistes. On dit qu'il a été mobilisé de force, puis envoyé combattre dans la 123e brigade motorisée de la RPL, République populaire de Luhansk. Il faut toujours faire preuve de prudence quant à ce que disent ces prisonniers dans les interviews, pour des raisons évidentes. Vladi a attrapé la caméra. Voyons si nous pouvons échapper à Hedron. Le week-end suivant, les deux camps s'accordèrent plus ou moins sur une trêve de Pâques. Ce n'était pas un cessez-le-feu total, mais les actions de combat furent fortement réduites. Pendant ce temps, dans le secteur de Liman, les Ukrainiens observaient les sapeurs russes à l'œuvre, essayant de récupérer un véhicule détruit. Leur objectif était de reconstruire le passage sur la rivière Zerbets pour permettre aux véhicules de passer d'une rive à l'autre. Comme vous pouvez l'imaginer, cela améliorerait considérablement la capacité des Russes à transférer des renforts directement sur la ligne de contact. Et comment les Russes ont-ils célébré la fin de la trêve pascale? Exactement, par de grands feux d'artifice. L'aviation russe a bombardé le village de Ritkodub, réduisant un pâté de maisons entier en poussière avec des bombes FAB-500. Notez bien cela pour le 25 avril. La 67e division motorisée de la 25e armée interarmes a avancé vers la périphérie nord de Torsk. Des chars couvrirent l'assaut avec des tirs directs sur les points d'appui ennemis. En même temps, les fantassins progressaient dans les bois et engageaient les forces adverses. Comme on le voit dans cette partie de la vidéo, ces détachements d'assaut utilisaient également une sorte de sacoche explosive pour neutraliser les bastions souterrains. Nous avons couvert Ritkodub, Torske, maintenant nous montons vers le nord, à Makivka. Là, l'unité de drones de la 107e brigade de défense territoriale a fait exploser plusieurs pontons et divers points de franchissement de la rivière Zerebiets. Les Russes cherchaient probablement à concentrer des forces dans cette zone afin de déborder les Ukrainiens présents dans ce saillant. Mais d'autres ponts étaient désormais détruits. Le transfert des forces de la rive et vers la rive ouest de la rivière Zerebiets allait donc prendre beaucoup plus de temps. Passons à la suite.
vers la forêt du Kremlin. Honnêtement, je ne me souviens même plus de la dernière fois où cette portion du front a changé. Dans certains secteurs, il ne reste presque plus rien de la forêt. On peut également voir clairement la ligne de tranchées ondulée entre les arbres. Les combats continuent, bien sûr, mais ils se déroulent principalement à coups de frappe d'artillerie. On a vu à quel point les drones équipés de caméras thermiques pouvaient être meurtriers, car les troupes au sol ne pouvaient tout simplement pas leur échapper. En réponse, certaines unités russes ont été équipées de capes antithermiques infrarouges. Est-ce que ça a marché? Difficile à dire. Une vidéo publiée le 28 avril montre un groupe de soldats russes avançant de nuit avec ces capes. Mais ils se sont tout de même fait éliminer un par des drones kamikazes FPV, sans aucune pitié. Pauvres gars. On peut aussi voir ça sous un autre angle. Le fait que ce soit la seule unité équipée de ces capes à avoir été repérée pourrait aussi signifier que toutes les autres sont passées sans être détectées. Pendant ce temps, les combats de rue se poursuivaient à Novi. Durant la dernière semaine d'avril, de petites unités russes d'assaut spécialisées ont pénétré dans la localité et ont pris un bâtiment après l'autre. Ils auraient même découvert une forteresse souterraine ukrainienne à plusieurs niveaux. Un peu comme les tunnels construits par le Viet Cong, les Ukrainiens ont créé dans cette zone un réseau très élaboré d'abris souterrains, conçus pour la défense à long terme. La guerre moderne n'est vraiment pas faite pour les claustrophobes. On passe beaucoup de temps sous terre. Au 30 avril, les Russes avaient capturé cette position fortifiée de tranchées. Et selon la carte de Deep State UA, le village de Nov était effectivement pris en tenaille. Cependant, d'après les rapports russes, ils avaient déjà libéré entièrement le village. Et ils semblent avoir des preuves solides, notamment des vidéos montrant les soldats de la 144e division de fusiliers motorisés de la garde brandissant leurs drapeaux à plusieurs endroits, y compris à l'ouest de Novi. Tout espoir s'éteint, monseigneur. La bataille est presque terminée. Alors, qui ment? Je ne sais pas. Je vous donne les informations, à vous de juger. Et voici même une interview exclusive d'un des commandants de détachement d'assaut ayant participé à l'assaut de Novi. Traduction anglaise proposée par le canal Telegram Operational Space. Allez les voir, ils font du super boulot. Mon surnom est Andrei. J'ai rejoint un petit groupe qui a atterri dans la nouvelle centrale. L'ennemi, bien sûr, ne dormait pas, il a résisté. Mais dans l'ensemble, l'ennemi, comme la 77e brigade, s'est parfois replié, s'est caché, et parfois nous a couverts avec un feu assez nourri. Il y a eu des moments où les FPV nous empêchaient carrément de sortir du bois. Les PIAF, bien sûr, travaillaient en continu, sans relâche. C'est dur, mais on a quand même réussi à progresser lentement. Nos gars, les PIAF, sont vraiment bons. Ils sont là, avec leurs filets et leurs tarentules. À un moment, on a tiré un coup de là-bas. Mais cette campagne spectaculaire a aussi coûté cher à la Russie. Apparemment, certaines unités du 254e régiment de fusiliers motorisés ont dû être retirées du front pour être reconstituées, autrement dit, à cause de pertes importantes. À quelques kilomètres à l'est de Nov, la 20e armée russe a également avancé d'1,5 km. Des soldats ont reçu l'ordre criminel de traverser un champ à découvert, en plein jour, et sans surprise, ils ont immédiatement été repérés et neutralisés par des drones ennemis. Peut-être faisaient-ils partie de la deuxième vague, et par manque d'expérience, n'ont pas pris les précautions nécessaires face aux UAV. Mai 2025. Le 2 mai, un groupe de soldats ukrainiens a inspecté un étrange véhicule blindé russe au look médiéval. Était-ce une relique du passé ou une nouvelle farce des mineurs du Donbass? Malheureusement pour eux, ils n'ont rien trouvé de valeur à l'intérieur. Et malheureusement pour ces éclaireurs ukrainiens, ils ont été pris en chasse par des drones FPV et seuls 2 d'entre eux semblent avoir survécu. Non loin de là, un groupe d'infanterie russe avançait le long d'un balka, ravin, mentionné précédemment, avant d'être intercepté par des drones ukrainiens. Le problème pour les forces armées ukrainiennes, AFU, c'est que cette action a eu lieu à 1200 mètres derrière la ligne de front. Le 3 mai, cette zone au nord de Torsk était indiquée comme une zone grise. En réalité, ce secteur était déjà solidement sous contrôle russe. Tout ce que pouvaient en faire les Ukrainiens, c'était harceler l'ennemi en lançant drone après drone.
Les drones sont très efficaces pour infliger des pertes à l'ennemi, mais ils ne permettent pas de reprendre le terrain perdu. Ce secteur était défendu par la 63e brigade mécanisée ukrainienne. Pour motiver ses troupes avant la bataille, le commandant de la brigade, le colonel Pavel Yurchuk, est venu féliciter certains fantassins à l'occasion de la journée de l'infanterie. Pendant que ça mijotait dans le sud, la situation à Novi était en train d'exploser. Le 4 mai, la 154e division russe a nettoyé le saillant situé au sud de la localité de Novi, pendant qu'une autre manœuvre en tenaille avançait de 2 kilomètres en direction de Novomikhaïlivka. Toutes les forces ukrainiennes encore présentes à Novi se retrouvaient alors en grand danger. Pourtant, selon Deep State UA, le village n'était toujours pas entièrement capturé. Au nord, l'armée combinée russe du 20e corps a relancé ses attaques à Makivka. Le 6 mai, des unités d'infanterie du 252e régiment de fusiliers motorisés ont quitté cette zone, qui avait été bombardée fin avril par des drones ukrainiens, et ont progressé de 1000 mètres en petits groupes. Petite pause pour tout le monde. Le moment du défilé militaire à Moscou. Ce n'est que le 10 mai que Deep State UA a élargi la zone grise, avant de reconnaître que toutes ces lignes boisées étaient tombées aux mains des Russes. Les abris creusés à l'ouest de Makivka étaient désormais occupés par des soldats russes. C'est aussi dans cette zone qu'ils avaient progressé jusqu'au Balka, ravin, quelques jours plus tôt. Le commandant russe à Makivka poussait vraiment ses hommes à fond. Et maintenant, le moment de vérité. Le 14 mai, Novi passe officiellement sous contrôle russe. À ce moment-là, les détachements d'assaut russes attaquaient déjà la 66e brigade mécanisée ukrainienne en direction de Rid-Kodub. Même scénario au sud de Nové, où les drones kamikazes de la 60e brigade mécanisée ukrainienne ont pris pour cible des unités russes d'infanterie déjà aux abords de Kolodiaz. Le 16 mai, des blogueurs russes affirmaient que toute la zone de Yampolivka et le nord de Torsk étaient sous contrôle russe. Il a également été signalé que la 67e division de fusiliers motorisés de la 25e armée combinée avait commencé à pénétrer profondément à l'intérieur de Torsk. Comme on peut le voir, les troupes russes mènent des assauts façon SWAT, nettoyant les maisons en combat rapproché, CQB de bâtiment en bâtiment, jusqu'à hisser leur drapeau au centre du village. Enfin, après tout ce temps à camper. Tu as vu ça? Franchement, je suis fier de moi. Et je pense que tout le monde ici devrait l'être aussi. Alors, comment expliquer ce désastre militaire pour les forces armées ukrainiennes? Il y a deux erreurs principales. Le haut commandement ukrainien a sous-estimé la crise. À cause de la centralisation des réserves, les renforts sont arrivés trop tard. À ce moment-là, les unités d'infanterie étaient déjà fortement affaiblies et plusieurs positions ont dû être abandonnées. L'organisation opérationnelle confuse des regroupements militaires dans cette zone du front a rendu le commandement chaotique, ce qui a affaibli la coordination entre les différentes brigades. En gros, les mêmes erreurs qu'au printemps 2024. De l'autre côté, avec la fin de la bataille de Koursk, les Russes ont reçu des renforts importants. D'après certaines rumeurs, le commandement russe le long de la frontière Luhansk-Kharkiv aurait redirigé ses efforts principaux, loin de Kupiansk. Il est aussi rapporté que la zone d'opération de la 20e armée aurait été renforcée par des éléments de la première armée blindée, initialement active autour de Kupiansk. Par exemple, des unités du 15e régiment de fusiliers motorisés de la 2e division de fusiliers motorisés de la première armée blindée ont déjà été vues près du village de Nov. Ce qui est dingue, c'est que le commandement russe manœuvre non seulement des brigades, mais carrément des armées entières à travers la carte. Alors, que peut-on attendre ensuite? Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'objectif des forces ukrainiennes dans ce secteur est de maintenir le contrôle de Liman, dont les accès ont été fortement fortifiés. En théorie, cela signifie que tout le reste pourrait être abandonné pour permettre un repli vers la forteresse de Liman, Festung Liman. Globalement, l'Ukraine s'accroche à 3 points clés à tenir à tout prix sur la rive est de la rivière Oskil, Kupiansk au nord, Borova au centre, Liman au sud. Cela laisse plusieurs options au commandement russe. Le scénario le plus probable est le suivant, puisque les troupes de la 20e armée avancent déjà vers Red-Kodub, Novimir et Krikivka, on peut penser que leur objectif est de liquider le saillant au nord. Pour y parvenir, les positions au centre seraient tenues par des renforts venus de Kupiansk, notamment les régiments peu performants de la première armée blindée, pendant que la 20e armée poursuit son offensive vers le nord pour prendre à revers
la ligne de crête allant de Kopanki à Olivka, en passant par Chernichina. En gros, il s'agirait de ramener la ligne de front à cette position, ce qui était déjà l'objectif initial de l'offensive somme russe de 2024 dans cette direction. Il y a aussi une dimension politique dans ce plan, puisqu'il viserait à achever la prise totale de l'oblast de Louhansk par la Russie, l'une des deux républiques séparatistes du Donbass. Une autre option serait de se concentrer sur le sud et d'ordonner à la 20e et à la 25e armée combinée de marcher ensemble vers Liman, ce qui leur donnerait l'avantage du nombre pour encercler les défenses ukrainiennes. Comme tu peux le voir, la situation est extrêmement critique pour l'armée ukrainienne. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette analyse. Si tu es nouveau ici, pense à liker, t'abonner et si tu veux soutenir la chaîne,